souhaite féliciter du développement incroyable que Djibouti a connu ces dernières années. Elle s'est dotée, a-t-il dit, sur une courte période de plusieurs infrastructures servant de piliers à l'économie nationale. Je conseillerais le président de la République de Djibouti de poursuivre sur cette lancée afin d'observer des résultats positifs, a conclu le conseiller du président chinois dans le domaine de l'industrie et du commerce. Et à l'issue de l'entrevue, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douali, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssouf, nous indique que Djibouti a fortement besoin de l'expertise de ce grand homme de la Chine. Je vous propose de les écouter. C'est un éminent professeur d'économie, ancien vice-président de la Banque mondiale, expert international en matière de conseil. Nous sommes dans une phase où la République de Djibouti a franchi un nouveau palier dans ses relations avec la Chine. Au-delà de ce partenariat stratégique, il y a beaucoup d'investissements qui vont bientôt venir à Djibouti. Non seulement dans les infrastructures, mais nous souhaitons maintenant développer des zones industrielles. Vous savez que la création d'emplois se réalise dans les entreprises qui produisent les manufactures et autres petites et moyennes industries. Il est important que notre économie puisse se diversifier. On ne peut pas continuer à développer l'économie de notre pays en se basant uniquement sur le secteur des services. Il est impératif d'avoir un secteur manufacturier qui commence à prendre son essor très rapidement. Pour cela, d'abord, il faut créer, je dirais, une zone qui permette à des investisseurs de venir s'installer dans cette zone. Des investisseurs qui créent ces petites et moyennes entreprises, industries, et qui sont génératrices d'emplois. Je crois qu'il y a des expériences sur le continent africain dont on peut s'inspirer. L'Éthiopie est un exemple vraiment qui a réussi. C'est un exemple à partir duquel on peut développer notre propre expérience. Le Rwanda également est en train de réussir dans ce domaine, le Sénégal aussi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur le savoir-faire de ces personnalités éminentes pour pouvoir justement commencer à développer cette zone économique industrielle à Djibouti. On peut commencer par 1 km² avec une vingtaine d'entreprises de manufacture. À partir de là, créer des milliers d'emplois sera très facile pour notre jeunesse aujourd'hui qui a besoin d'emplois. Le deuxième élément qui est très important, nous avons des avantages comparatifs par rapport aux autres pays. Nous sommes un pays qui est très bien situé. Nous sommes un pays dont les infrastructures portuaires et logistiques sont en train de se développer rapidement. Notre pays également a des infrastructures de communication de premier plan. Et à partir de là, il nous appartient maintenant de bâtir sur ces avantages comparatifs une, je dirais, activité industrielle qui puisse être génératrice d'emplois. Et c'est ça l'objectif, et c'est pour ça que M. Justin Yufuli a été invité à Djibouti par le chef de l'État afin de pouvoir partager avec nous son expérience, l'expérience de la Chine, et l'expérience aussi des pays africains qu'il a visités et avec lesquels il a beaucoup travaillé. Là est l'enjeu et le défi majeur pour notre économie dans les années à venir, là où va se concentrer notre politique de développement également très prochainement. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier dimanche un message de félicitations au roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, dans le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Et dans son message, le président de la République a formé des vœux de santé et de bonheur au roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, ainsi que ceux davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple frère et ami du royaume de Bahreïn. Le président Guelleh a également saisi l'occasion de ce message pour réitérer au roi de Bahreïn sa disponibilité ainsi que celle du peuple du gouvernement de Djibouti pour promouvoir et développer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. Et des messages similaires ont respectivement été envoyés aussi ces derniers jours au président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et au président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Et en nouvelle nationale toujours, suite aux événements qui se sont produits ce matin dans le quartier de Bouldoro à Balbala, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a rendu visite à l'hôpital général Pelletier aux agents des forces de l'ordre et de sécurité blessés ce matin par des individus armés mal intentionnés qui ont tiré à balles réelles sur les agents des forces de l'ordre.
Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est enquéri notamment de leur état de santé et des soins qui leur ont été prodigués, notamment le retrait des balles. Et à propos de ces violences, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a dans un communiqué daté d'aujourd'hui lundi assuré que l'État s'acquittera toujours de son devoir de faire valoir l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il a procédé à cette mise au point à l'issue d'une grande violence impliquant l'usage d'armes à feu qui a opposé ce matin des individus armés mal intentionnés aux forces de l'ordre dépêchées pour interdire l'organisation au lieu dit Bouldoro d'un grand attroupement. Ce matin, dès les premières heures, plusieurs dizaines d'individus armés se sont regroupés avant de lancer une offensive contre les forces de l'ordre, parmi lesquelles on dénombre 9 blessés, dont un officier, le lieutenant Aboubakar Mohamed Aden, blessé par balle, indique le communiqué du ministre de l'Intérieur. Hassan Omar a décrit la violence dirigée contre les forces de l'ordre d'actes destinés à déstabiliser notre nation et à semer les divisions au sein de la communauté nationale. Et la violence d'aujourd'hui a été orchestré par des individus mal intentionnés recevant des instructions de la part de parrains qui agissent depuis l'étranger, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Le ministre qui annonce que la situation est désormais sous contrôle et qui s'est réjoui que des opérations de police déjà entreprises aient permis l'interpellation de quelques personnes impliquées dans ces violences et l'identification de 7 personnes les ayant organisées. Et ils seront rapidement traduits devant la justice pour répondre de leurs actes, a déclaré le ministre, appelant à la vigilance des citoyens et leur sens du devoir en dénonçant notamment les séditieux perpétrés dans leur voisinage. National toujours, le diplomate de la République du Soudan, M. Hussein Al-Amin Al-Fadel, a été reçu ce lundi au salon d'honneur de la primature par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed pour une visite d'adieu. L'ambassadeur a été accrédité à Djibouti en 2012 et à cette visite d'adieu marquait la fin de 3 années de service de l'ambassadeur à Djibouti. Sa mission à Djibouti a été qualifiée par le Premier ministre de forte et fructueuse. Le Premier ministre a vivement remercié l'ambassadeur pour son immense travail accompli et pour la consolidation des relations entre les deux pays. Il a souligné l'excellence des relations bilatérales, a réaffirmé la volonté des autorités d'élargir la coopération djibouto-soudanaise. Pour sa part, l'ambassadeur a qualifié la coopération entre Soudan et Djibouti, pays frères de très bonne et productive. Il a exprimé son souhait d'accentuer les relations économiques et d'étendre ainsi la coopération dans tous les domaines en plaidant pour un renforcement des relations entre ces deux pays. Il a exprimé d'ailleurs son regret de ne pas être présent lors de la cérémonie d'ouverture du futur hôpital militaire financé par l'État soudanais. Et enfin, le Premier ministre a souhaité aux diplomates soudanais une bonne continuation et un bon succès dans ses nouvelles missions au sein des cabinets du ministère des Affaires étrangères soudanais. L'entretien s'est terminé par la décoration des diplomates au rang de grade de chevalier de l'ordre national du 27 juin. Non, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a reçu également aujourd'hui à son bureau le Cheikh Hassan Al-Thani, envoyé spécial du secrétaire général de la Ligue arabe pour les affaires humanitaires. Et le ministre de l'Intérieur a évoqué avec l'envoyé spécial du secrétaire général de la Ligue arabe plusieurs sujets d'intérêt commun, surtout dans le domaine humanitaire. Et ont assisté à l'entretien le conseiller technique du ministre Abdurrahman Shamsan, le secrétaire exécutif de l'ONARS, ainsi que le représentant du HCR. Ensuite, ce fut au tour de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, de recevoir l'envoyé spécial du secrétaire général de la Ligue arabe pour les affaires humanitaires. Et au cours de l'entretien, la ministre et l'envoyé spécial ont discuté sur plusieurs sujets d'intérêt commun en matière de coopération, surtout humanitaire. L'entretien s'est déroulé en présence du conseiller de la secrétaire d'État, Mahmoud Biley. En nouvelle nationale, toujours, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'information à l'université de Djibouti. En effet, des ateliers de formation se situant sur le site 2 et 3 sur la fonction de l'électricité avec l'énergie verte ont été rénovés avec des nouveaux matériels ultra modernes et préservant
de la planète et de toute pollution. Et ceci fait suite aux recommandations découlant du credo FU au COP21 protégeant la planète et qui la protège de toute perturbation climatique. Par la suite, le ministre, accompagné de ses proches collaborateurs et du président de l'université, Dr Jamaa Mohamed Hassan, s'est rendu à la faculté de médecine de Djibouti. Cette visite entre dans la préoccupation du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur en favorisant bien sûr des matériels de dernier cri tout en préservant la planète. D'abord, on voit que l'université de Djibouti a gagné en maturité, en connaissance, connaissance et également dans la qualité de ses enseignants et de ses étudiants. Nous avons, avec l'appui du président de la République, essayé d'appuyer la technique et la technologie au niveau de l'université pour qu'on puisse s'inscrire, Inch'Allah, dans tout ce que le pays a comme défi ou comme challenge. Je donne un exemple, par exemple. Dans ce que j'ai vu ce matin au niveau de tout ce qui est électricité, de tout ce qui est électronique, de tout ce qui est automatisme, comment les étudiants, à partir d'une observation, d'une expérience, sont capables d'aller jusqu'au bout, par exemple en élaborant des schémas électriques pour les portiques au niveau du transport, au niveau du port, comment les étudiants sont capables aujourd'hui de simuler l'accumulation d'une énergie mécanique en énergie électrique à travers les éoliennes. Et vous savez que nous nous projetons, Inch'Allah, d'ici 2035 d'être à 100% en énergie verte. Comment les étudiants sont capables, à partir d'une énergie solaire, à la transformer en énergie qui puisse être électrique et fournie à l'ensemble de la population. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'est des choses qu'on voyait avant que dans les universités étrangères et internationales. Aujourd'hui, on le voit à l'université de Djibouti. C'est un grand challenge. L'université de Djibouti, non seulement s'est préparée, mais aujourd'hui elle est prête à répondre à l'ensemble de ces challenges. L'autre élément important, et ça je m'adresse directement à la RTD, aujourd'hui je pense que nous avons les étudiants et les techniciens incapables de relever les défis de la technologie, de l'électronique et de l'électricité, et puis de s'insérer dans ce monde qui est le leur, le monde d'Internet et le monde donc du réseau, et je pense qu'ils sont prêts, et Inch'Allah on va aller vers le succès. Autre nouvelle du pays, l'assurance maladie universelle souffle sa première bougie et c'est dans ce sens qu'un forum s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Des débats et des réflexions ont mis en exergue les applications de ces mesures qui s'inscrivent dans les droits sociaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce forum a clos une série d'activités de sensibilisation sur la portée de l'assurance maladie universelle qui permet à la grande majorité de la population djiboutienne de bénéficier de soins adéquats. Cette cérémonie a été présidée par le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, et a vu la participation du ministre de la Santé, Dr Kassim Essar, de plusieurs membres du gouvernement et de la directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale, Hana Farah Assouia. Le régime de l'assurance maladie universelle englobe aussi les plus démunis et les personnes les plus vulnérables qui bénéficieront d'un programme d'assistance sociale de santé, le PASS. Lors de ce forum, la directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale, Hana Farah Assoué, a fait un tour d'horizon sur les acquis et les perspectives de cette mesure de solidarité qui nécessite une suggestion des structures de santé, un accroissement du nombre de médecins dans des spécialistes ainsi que l'offre aux patients. Le président de la République améliorer l'état de santé de la population et celle plus largement d'améliorer les conditions de vie des Djiboutiens et des Djiboutiennes. Face au coût élevé de la santé, à la faiblesse de l'offre de soins, au faible niveau des indicateurs de santé de notre pays, il a fallu innover, mettre en place un système permettant d'assurer un financement pérenne grâce, bien entendu, à la rationalisation des dépenses de santé. Il a fallu mutualiser les risques en mettant à contribution tous les acteurs, le gouvernement, les assurés et toute personne disposant d'un revenu tout en assurant la solidarité, socle de notre culture ancestrale. Il a fallu
Également, comme l'assurance maladie est un mécanisme par nature inflationniste, nous avons voulu généraliser les systèmes du tiers payant. Nous avons voulu d'emblée cette généralisation pour lever la barrière à l'entrée au niveau de l'accès aux soins, parce que notre système vise tout d'abord à soulager les familles du coût exorbitant de la santé. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Kousman, a accueilli les mesures de l'assurance de maladie universelle. Je propose de l'écouter. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer le premier anniversaire du lancement officiel de l'assurance maladie universelle, dont la finalité est de permettre une couverture médicale optimale au-delà du secteur formel, habituellement couvert, d'intégrer les travailleurs indépendants, les secteurs informels et les groupes vulnérables. Cette vision de développement du système de santé national en sa composante cruciale, la couverture universelle des soins pour tous, s'inscrit dans une volonté sans cesse affichée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de réduire au maximum les inégalités d'accès aux soins. Cette vision qui se définit comme un défi en cette période de crise mondiale évolue depuis un an vers une concrétisation à pas sûr. Le système d'assurance maladie est fondé sur le principe de solidarité nationale et du droit à l'accès à la santé pour tous. Ces axes fondamentaux impliquent de moins en ce qui nous concerne la disponibilité des prestations de soins et leur accessibilité physique et financière. Depuis 1977, la République de Djibouti a adhéré à la stratégie de la santé pour tous. Par la suite, le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, durant son intervention, a rappelé le bilan d'action sociale pour cette année. Il a également expliqué que l'AMUF répond à la nécessité d'offrir des meilleurs soins à la population djiboutienne. Je propose d'écouter ses propos. À l'occasion de ce forum qui, marquant le premier anniversaire du lancement de l'assurance maladie universelle, nous permet par la même occasion de mesurer le chemin parcouru, d'évaluer les avancées réalisées et donc finalement de faire le bilan d'une année d'action sociale où nous sommes demeurés au service et à l'écoute du citoyen. En effet, lancée le 21 décembre 2014, l'institution de l'assurance maladie universelle répond aux besoins et à la nécessité d'offrir une couverture médicale de base à tous les citoyens. Ce dispositif est ainsi fondé sur un mécanisme institutionnel qui met en œuvre un principe de solidarité et la mutualisation des risques maladie. Est-il nécessaire de vous rappeler que l'assurance maladie universelle, AMU, comprend un régime d'assurance maladie obligatoire, AMO, qui est contributif, c'est-à-dire qu'il concerne les salariés du secteur, les salariés de l'État et du secteur privé, les travailleurs dits indépendants, que la directrice vous a parlé tout à l'heure, les retraités et les étudiants, et un programme d'assurance sociale de santé, PASS, qui lui couvre les personnes les plus démunies, appelées vulgairement les indigents. C'est donc ce programme d'assurance sociale de santé, cher au président de la République, qui est destiné à dispenser dans l'ensemble du pays des soins gratuits au profit de nos populations parmi les plus défavorisées. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, sans les valeurs de solidarité, sans l'inclusion des plus vulnérables, une société ne peut prétendre à un développement équilibré, équitable et juste. Cette protection sociale étendue à tous, nous la devons à l'engagement de son Excellence le Président de la République, qui a mis, dès son premier mandat, cette préoccupation au cœur de l'agenda politique.
Aujourd'hui, au terme de cette année écoulée, la couverture santé de notre population est devenue une réalité et les prestations qu'offre l'AMU sont désormais intégrées dans la vie quotidienne de tout un chacun. Et à la fin de la cérémonie, des conventions ont été paraphées entre la Caisse nationale de sécurité sociale et certaines structures de santé de la capitale. En effet, la directrice de la CNSS, Hana Farah, a signé 3 conventions de partenariat avec le directeur de l'hôpital Pelletier, la directrice de la maternité Dar al-Hanan, ainsi qu'avec le directeur de l'hôpital de Balbala. Ces conventions de partenariat permettront aux patients de se rendre dans les différentes structures de santé afin de bénéficier de soins adéquats. L'assurance maladie universelle initiée par le chef de l'État a pour socle la solidarité, l'équité et la justice sociale. Elle permet aussi à un très grand nombre de Djiboutiens inscrits à la CNSS de se soigner à moindre coût. La direction de l'unité de gestion de projet du ministère de la Santé a tenu un atelier de restitution de l'état d'avancement des activités basées sur la performance des structures de santé. Et cette réunion a vu la participation du directeur de l'UGP, Abdelrahman, le directeur des régions sanitaires, le représentant de l'OMS, le directeur de la DDS et la députée Fatouma Kamil, la directrice de la promotion de la santé, pour ne citer que cela. L'objectif général de l'atelier consistait à améliorer la qualité et la quantité et la qualité des soins offerts à la population. L'objectif spécifique poursuivi sont de mettre en place un système d'approvisionnement et de gestion des médicaments pour améliorer la qualité de prise en charge des patients, d'assurer une autonomie effective des FOSA en matière de gestion et administrative, comptable et financière afin de promouvoir l'initiative de prise de décision et de planification chez les prestations de soins et mettre à l'échelle et vulgariser les bonnes pratiques issues de ce projet pilote. L'atelier a fait ressortir les résultats de la 3e mission de contre-vérification des résultats de performance des centres de santé qui a permis d'évaluer de façon participative le niveau de structure de santé et de financement basé sur les banques mondiales. La priorité du ministère de la Santé de ce projet est de relever le niveau de qualité des prestations offertes à la population, quel que soit le programme, pour que les structures de santé soient performantes et disponibles à hauteur de la population, et d'impliquer fortement la société civile dans toutes les actions communautaires de prévention. L'atelier s'est clôturé avec la signature du contrat de performance entre le centre de santé et les représentants des associations Atou Yofa et de Balbala 2. Et dans le cadre de la réorganisation et de l'émergence d'une société civile djiboutienne forte, active et organisée, la commune de Razdika et le CNSCD ont convenu dans la grande salle de réunion de la commune d'établir une étroite collaboration, notamment par la signature d'une convention de partenariat. Et celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une entente entre les deux parties pour mettre en place une plateforme de rencontre, de discussion, de concertation et de débat pour les OSC de la commune de Razdika, d'autant plus qu'ils seront amenés à travailler sous la supervision du président de la commune. Ce dernier, grâce à la désignation d'un représentant au sein de sa commune, aura pour mission de coordonner et de faciliter le dialogue entre les OSC et les autorités communales. Cette cérémonie reste d'une importance capitale pour la nouvelle orientation stratégique du CNSCD qui envisage dans un avenir proche de redonner aux organisations de la société civile vivacité et dynamisme. Le CNSCD, la commune, entend dans un accord commun favoriser la participation et l'implication des OSC pour une réelle contribution dans le développement communautaire et le volontarisme en tant qu'acteur de proximité de la vie sociale. Le président du CNSCD, Ismail Sanalassé, et le président de la commune de Razdika, Ismail Ousmane, ont estimé que cette convention va insuffler une nouvelle dynamique. Autre nouvelle du pays, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a célébré hier dimanche la journée internationale des migrants. La célébration s'est déroulée au centre d'assistance et d'orientation des migrants à Obok, en présence du préfet d'Obok et des présidents des conseils régionaux des régions du Nord, notamment d'Obok et de Tadjoura.
Les représentants des forces de l'ordre et des corps constitués, des partenaires nationaux et internationaux, des autorités coutumiers ont également participé à cette cérémonie placée sous le thème « Je suis un migrant ». En hommage aux milliers de personnes à travers le monde qui risquent leur vie à la recherche d'un avenir meilleur et en hommage au nombre vertigineux d'entre eux qui la perdent durant leur périple. Plus d'une quarantaine de migrants actuellement assistés au centre ont pris part à la célébration ayant fait des poèmes en langue amharique et oromo. Et dans le cadre de cette cérémonie, 70 des jeunes de la commune d'Obok ont participé à une activité de sensibilisation sur les dangers liés à la migration irrégulière. Ils ont nettoyé la plage de Gorangar, plage de laquelle de nombreux migrants embarquent sur des petites embarcations dans l'espoir de rejoindre le Yémen. Le chef de mission de l'OIM, Henri Glorieux, les remercie pour leur enthousiasme tout au long de cette activité en espérant qu'ils sensibiliseront à leur tour leurs camarades et rappelant de leur expérience sur leurs entourages. Les jeunes d'Obok ont également fait un sketch très percutant sur le trafic des migrants. Le chef de mission de l'OIM a souligné que les résultats de l'année 2015 sont les fruits du travail de l'équipe et à ce titre a remercié tous les partenaires avec lesquels l'OIM travaille. Les membres de l'équipe des Nations Unies, les organisations internationales et régionales, les ONG nationales et internationales ainsi que les associations locales partenaires. Il a aussi remercié la police nationale, les services d'immigration, la gendarmerie, les gardes-côtes, la sécurité nationale, la marine nationale, l'ONARS, les préfectures et conseils régionaux ainsi que les membres du Parlement concernés. En nouvelle nationale, lors de cette cérémonie qui a regroupé les autorités de la région d'Obok et de Tadjoura en présence des représentants de l'Organisation internationale des migrations, le préfet d'Obok, Hassan Dabelé, et le président du conseil régional, Ali Ahmed Hassan, ont pris la parole pour annoncer que la migration est devenue un fléau dans leur région. Ils ont loué les efforts de l'OIM qui fournit d'intenses efforts pour soulager les migrants. Et en nouvelle du monde à présent, au Yémen, les protagonistes du conflit yéménite vont se retrouver de nouveau le 14 janvier prochain au terme d'un premier round de pourparlers sous l'égide de l'ONU qui s'est achevé hier dimanche en Suisse sur fond de violation persistante du cessez-le-feu. Les vrais gagnants de ces législatives, ce sont les nouveaux venus sur la scène politique espagnole. La gauche radicale de Podemos talonne le parti socialiste avec 20,6% des voix. Son chef, Pablo Iglesias, a déjà exigé des mesures d'urgence sociale et une réforme constitutionnelle. Et au Yémen, la trêve fragile qui doit expirer ce soir sera reconduite pour une nouvelle période de 7 jours si elle est respectée par l'autre partie, a annoncé le chef de la délégation gouvernementale yéménite, Abdelmalek al-Mekhlafi, en référence aux rebelles Houthis. Les pourparlers de paix qui se tenaient à huis clos depuis le 15 décembre entre des représentants du gouvernement reconnus internationalement et les rebelles chiites Houthis visent à tenter de mettre fin à près de 9 mois de guerre au Yémen. Nous avons décidé de tenir le prochain round de pourparlers le 14 janvier, a déclaré le médiateur de l'ONU, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, lors d'une conférence de presse à Berne, sans en préciser le lieu. Le diplomate mauritanien a annoncé un accord sur la création d'une commission de contact formée de conseillers militaires des deux parties et supervisée par les Nations Unies, ainsi que sur la mise en place de mesures de confiance, incluant la libération des détenus et des prisonniers. L'objectif, c'est de parvenir à un cessez-le-feu total et global et qu'il soit respecté par toutes les parties, a ajouté le médiateur onusien. Il a appelé les protagonistes à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones affectées par la guerre, citant notamment Taïz, la troisième grande ville du Yémen, assiégée depuis plus de 3 mois par les rebelles chiites Houthis et leurs alliés. Il a aussi exigé la libération notamment de 5 personnalités détenues par les Houthis, dont le ministre de la Défense. Et en Espagne, les vrais gagnants de ces législatives, ce sont les nouveaux venus sur la scène politique espagnole. La gauche radicale de Podemos talonne le Parti socialiste avec 20,6% des voix. Son chef, Pablo Iglesias, a déjà exigé des mesures d'urgence sociale et une réforme constitutionnelle qui rend notamment indéniable des droits au logement, à la santé et à l'éducation. Une nouvelle partie que
a organisé cette législation. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent programme avec notre chaîne.